Bonjour, aujourd'hui nous recevons Betzalel Abitbol, avocat spécialisé dans le droit de la famille, c'est comme ça qu'on dit? Droit de la famille, exactement. Ce qui inclut généralement les divorces, testaments, successions, etc. Tout ce qui est en rapport avec la famille. Et voilà. Aujourd'hui, évidemment, on va parler de ce qu'on a dit, de tout ce qui est en rapport avec les biens dans le couple, dans le mariage, le partage des biens, etc. Mais c'est un domaine qui inclut beaucoup de choses. Un divorce c'est toujours difficile, même quand c'est à l'amiable. Moi c'est l'expérience que... Un divorce, c'est toujours très difficile, même quand c'est à l'amiable, surtout lorsqu'on parle de... Le divorce, c'est l'inquiétude en ce qui concerne le futur. Et là, il y a la difficulté généralement. Les gens s'inquiètent, comment est-ce qu'on va continuer, comment est-ce qu'on va survivre. Et c'est là justement que les conflits peuvent s'enflammer. Et toute l'intelligence, justement, c'est d'arriver à une situation où on maîtrise cette inquiétude du futur, qu'on arrive à faire approcher les gens, faire en sorte qu'ils communiquent et qu'ils arrivent justement de façon intelligente à travailler sur le partage des biens. Il y a souvent des enfants au milieu, les enfants sont encore tout un problème, en soi généralement aussi bien pour la garde que pour les coûts. Les enfants, aujourd'hui, faire grandir un enfant, ça coûte très cher. Et voilà, donc il y a des pensions alimentaires qu'il faut prendre en considération et des frais annexes, etc. etc. Et justement, ce qu'on veut, c'est essayer de faire, quand on a des divorces, essayer déjà en amont d'essayer d'éviter à ce que les gens arrivent à un conflit, déjà qu'ils prennent les dispositions nécessaires, les dispositions nécessaires concernant le partage des biens, de faire des accords. Week-end donc. À l'américaine, c'est pas seulement à l'américaine, ça se fait aussi en France, ça se fait en Israël. Ça se fait de plus en plus en fait. Ça se fait de plus en plus. En France, quand on vient se marier, on décide est-ce qu'on fait un mariage dans le cadre de la communauté de biens, ou alors est-ce qu'on fait un contrat de séparation de biens. Et c'est pareil en Israël. En Israël aussi, de plus en plus, aujourd'hui, les gens vont faire des contrats de séparation de biens, surtout quand on a des mariages qui sont plus tardifs, avec des situations qui ne sont pas les mêmes entre les deux conjoints ou entre les familles. Si on a des parents qui sont plus aisés que les parents de l'autre partie, alors on va avoir une tendance si on sait qu'il y a un des parents qui veut aider pour, par exemple, l'achat d'une maison, ce qui est le cas classique, on va avoir une tendance à essayer de protéger cet argent, protéger cette maison au cas où, malheureusement, le couple arriverait au divorce. Et aujourd'hui, on sait que de plus en plus de couples arrivent au divorce. Malheureusement. Donc en fait, vous intervenez en tant qu'expert, vous intervenez en amont avant le mariage, ou malheureusement lorsqu'il y a un divorce, c'est ça? Avec toujours la recherche du compromis. Alors déjà, le compromis, on essaie toujours de l'obtenir, mais c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible. Et en effet, on préfère toujours travailler en amont. On préfère travailler en amont, on préfère faire des accords de séparation de biens, ou séparation de biens, c'est pas un abus de langage, c'est un accord sur les biens en général. On n'est pas supposé décider est-ce qu'on partage tout ou on partage rien. On peut décider que après tant d'années, on peut donner tant de biens, tel pourcentage, etc. etc. Donc le couple peut disposer de ses biens de la façon dont il le souhaite. Mais oui, on préfère régler justement tout ce qui est en rapport avec le partage des biens en amont, quand il y a une communication entre les conjoints, quand on a un respect, quand on a de l'espoir pour que le mariage réussisse. Et si malheureusement c'est pas le cas, si malheureusement on arrive à une situation où les parties divorcent, et ben il faut aussi régler justement tout ce qui n'a pas été réglé en amont. C'est plus difficile parce que là on a un conflit, on a des tensions, on a cette fameuse inquiétude du futur, de savoir comment est-ce qu'on va continuer, comment est-ce qu'on va réussir, comment est-ce qu'on va pouvoir avec un seul salaire, etc. etc. Excusez-moi, je vous interromps, mais est-ce qu'un divorce à l'amiable, ça existe vraiment? Alors, très oui, honnêtement, en fonction de votre expérience, ça existe vraiment. De ce que j'en ai vu, c'est pas vraiment le cas. Hein. Alors, ça existe vraiment. Et je pense même que c'est une grosse majorité des divorces. Mais on n'en est pas conscient, on n'en entend pas toujours parler. C'est moins bruyant, c'est beaucoup moins bruyant, c'est beaucoup moins. Les choses se font de façon plus discrète, mais pas tout le monde peut facilement arriver à cette décision. Il faut avoir beaucoup de maturité d'esprit. Il faut qu'il y ait une certaine confiance, il faut qu'il reste un petit peu de confiance quand même entre les conjoints pour arriver justement à venir voir un avocat ensemble, ou même avec deux avocats différents, mais pouvoir s'asseoir et parler et sans rentrer dans tout ce qui est passionnel. La guerre. Voilà, ce genre, et tu m'as fait, tu m'as pris et tu m'as dit. Alors, moi, j'ai regardé les statistiques. Elles touchent pas Enfin non, ces statistiques ne concernent pas le monde juif en particulier. J'ai regardé les stats. On a des datas sur tout aujourd'hui. Et les datas, c'est mon dada, comme je le dis souvent. La première raison, mais de loin, la première raison des causes de divorce, c'est le manque d'argent.
C'est-à-dire que la femme, les explications sociologiques, c'est que l'épouse ne se sent pas assez en sécurité ou plus en sécurité parce qu'il y a des problèmes d'argent qui sont récurrents ou voilà. Alors, l'argent et des problèmes d'argent, des problèmes financiers, ce sont des crises dans le couple. C'est un exemple de crise. Il peut y avoir plusieurs sortes de crises dans un couple, dans une famille, tout au long d'une vie. Et les problèmes financiers sont une de ces crises qui peut y avoir une crise majeure. C'est une des plus répandues également. Les stats, c'est à 70%. Hein. Non, bien sûr. Et surtout, ce n'est pas seulement ce qui est à l'origine, parfois des divorces, malheureusement. C'est aussi ce qui risque d'enflammer un divorce, de faire en sorte qu'on aille vers un contentieux et pas vers un divorce à l'amiable. Parce que cette même inquiétude, justement, c'est ce qui a fait en sorte que cette crainte, cette peur qu'il y a eu dans le mariage, qui a fait en sorte qu'on a un des conjoints, généralement la femme, qui va se sentir qu'elle n'est plus protégée, que son mari n'arrive pas à subvenir à ses besoins, etc., et qu'elle va vouloir divorcer, elle va toujours être encore plus inquiète en sachant qu'elle va maintenant dans une nouvelle vie, elle va rentrer dans une nouvelle vie où elle va être seule avec encore plus d'inquiétude pour son futur économique, et on a moins à partager, on a un mari qui ne va pas pouvoir donner, on a des enfants qui vont avoir encore plus de besoins. Il faut 2 maisons maintenant, il faut 2 masganim, 2 factures d'électricité, etc., etc. Tout se fait en double. Et généralement, ça risque de nous conduire vers des contentieux. Et alors qu'à l'opposé, lorsqu'on a des gens qui ont une situation économique qui est assez stable, et que ce n'est pas ce qui est à l'origine du divorce, on va avoir plus de facilité à obtenir un divorce à l'amiable parce qu'on a avec quoi on a de quoi négocier, on a il y a de moins quoi de frottement, donner. en fait. Il y a de quoi partager, donc il y a moins d'inquiétude et quand il y a un minimum de respect, un minimum de communication. Après, on passe sur les enfants, en fait. Pardon? Après, on passe sur les enfants. Après, on passe sur les enfants, mais je pense que l'argent, c'est le problème majeur. C'est-à-dire quand on arrive l'argent, c'est la confiance et la confiance dans le futur. Donc, quand on sait qu'on est économiquement stable, qu'on a un toit au-dessus de notre tête, qu'on a de quoi donner, qu'on a de quoi manger, donner à manger à nos enfants, généralement pour le reste, est-ce qu'on le prend lundi ou est-ce qu'on le prend le mardi, c'est des choses qu'on arrive à négocier. Je vais vous parler de la pyramide de Maslow, les besoins essentiels. Est-ce que vous avez ce qui nous intéresserait, c'est des anecdotes de l'expérience que vous pourriez nous partager, des cas, sans nommer personne, hein, évidemment, mais des cas que vous auriez pu traiter dans votre cabinet. Vous êtes à Jérusalem, hein, c'est ça? Exactement. Dans votre cabinet, on mettra le lien dans le centre du pays, mais le cabinet est à Jérusalem. Une clientèle francophone? Je dirais moitié-moitié. Moitié-moitié. De l'expérience à partager, des cas que vous avez pu, allez, on va dire, assouplir ou des cas où ça a été au crash? Alors, il y a beaucoup d'exemples et surtout, il y a beaucoup de types d'exemples différents. Après, je vous dis ça, c'est parce que moi j'ai un ami, je vous interromps encore une fois, mais j'ai un ami qui a malheureusement divorcé et lui, il cherchait le compromis. En fait, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et sa femme, c'était tout le contraire. Alors, déjà, ça aussi, c'est un sujet passionnant. Tout le monde va venir, généralement, on va rentrer au cabinet, première consultation. Moi, je veux un accord. OK. Un accord, évidemment, tout le monde veut un accord maintenant. Est-ce qu'on veut un accord de reddition ou est-ce qu'on veut un accord de divorce? Parce que vous utilisez des termes guerriers, là. Hein. C'est parce que c'est complètement. Parfois, il y a des gens qui viennent et disent moi, mon mari veut un accord, moi, ma femme veut un accord. Et puis, quand on écoute qu'est-ce qu'ils veulent mettre dans l'accord, en fait, il ne reste rien. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin en fait, de se battre. C'est-à-dire, même si on vient au tribunal les mains dans les poches sans avocat, ça sortirait moins pire que ce que certaines personnes parfois seraient prêtes à mettre dans un accord de divorce. Donc, un accord, évidemment, que quand 2 personnes, si une personne dit moi je veux garder la maison, je veux garder les enfants, je veux 1 million de shekels de maisonnote et je veux etc., etc. Évidemment que si la personne en face dit oui, elle ne va pas avoir avec qui se battre. Donc techniquement, on est dans une situation d'accord. Après, ce n'est pas un accord qui est raisonnable, c'est pas ce que les gens veulent. Donc tout le monde veut faire un accord. La question, qu'est-ce qu'on met dans cet accord? Est-ce que les gens ils ont les connaissances nécessaires? Quelle est la jurisprudence? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est de coutume? Quels sont les défis qu'il y a dans un divorce? Comment est-ce qu'il est coutume de partager, par exemple, la garde des enfants, etc., etc. Si on parle des biens immobiliers et, mettons, des réserves de trésorerie ou des placements financiers, comment ça se passe? Justement, pour revenir à la question qui était des exemples, des anecdotes, peut-être des anecdotes, parce que comme beaucoup de personnes, je pense, qui nous écoutent, et on n'a pas envie que même si on ne peut pas les identifier, qu'eux-mêmes se reconnaissent, mais on va prendre le cas, il y a certains cas, on va dire des exemples classiques qui reviennent toujours sur eux-mêmes, c'est les mêmes erreurs en fait que les gens font. C'est ne pas se préparer. Déjà, c'est de ne pas faire d'accord de séparation de biens. Mais encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas forcément de tout séparer, mais un accord concernant les biens. Qu'est-ce qui se passe si chas v'shalom on divorce? Qu'est-ce qui se passe si jamais un de nous part avant l'heure, etc. Ça, c'est simplement de parler. C'est-à-dire, le mariage,
c'est la transaction financière, la transaction économique la plus, généralement, la plus élevée qu'il y aura, la plus chère qu'il y aura dans toute, que la majorité des gens font dans toute leur vie. Une des plus anciennes au monde. Et une des plus anciennes au monde. Alors, c'est beau, évidemment, je ne suis pas contre le romantisme et l'amour et rentrer sous la roupa avec, ça reste contractuel. Comme on dit, Betoupim ou Bimcholot, en rentrant, en chantant, etc., avec les trompettes. Mais il ne faut pas que ça vienne à la place de tout. Il faut pas qu'on oublie quand même qu'il y a derrière cette cérémonie, derrière cette joie, il y a quand même un accord financier majeur et qu'il faut prendre en considération. Et les gens ne le font pas. Les gens ne le font pas. Et même quand il s'agit de jeunes gens qui sont au même niveau financier, au même niveau économique, avec des familles qui sont au même niveau économique, a priori, on se dit, bon, c'est pas très grave. C'est-à-dire, ils vont grandir ensemble et puis au pire, tout se partage, ils sont en communauté de biens. Eh bien, même ça, c'est pas évident en fait, parce que ce qui se passe, c'est que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire le fait même parfois de prendre une consultation chez un avocat ou chez un fiscaliste et qu'on lui explique c'est quoi le mariage, qu'est-ce qui se passe quand par exemple je vais recevoir, Chas v'Shalom, mon père va décéder, ma mère, je vais recevoir de l'argent, qu'est-ce qui se passe si je mets cet argent dans un compte commun, si je le mets dans un compte qui est uniquement à mon nom, qu'est-ce qui se passe si jamais je veux prendre cet argent pour faire un peu de travaux à la maison et qu'en fait la maison elle est au nom d'un tel ou d'un tel. C'est-à-dire, il y a énormément de conséquences et tout ça ce sont des sujets qui sont explosifs dans le cas d'un divorce a posteriori parce qu'en temps réel personne n'y pense. Mais qu'est-ce qui pitonne soudainement tous les cadeaux faits par les parents deviennent des prêts. Mais est-ce que c'était vraiment le cas? Est-ce que c'était un prêt? Est-ce que c'était pas un prêt? Et c'est pour ça que déjà faire un accord concernant les biens avant le mariage ou même pendant le mariage, quand tout va bien, ça peut se faire aussi après le mariage. C'est capital pour que les gens déjà sachent de quoi il s'agit, de quoi on parle, qu'ils connaissent leurs droits et éviter justement d'arriver dans des situations où, par exemple, le cas classique, c'est aussi les prêts. Par exemple. Ce que vous recommandez, c'est vraiment d'être en curatif plutôt que d'être en préventif plutôt qu'en curatif. Complètement, c'est-à-dire que c'est même pas du préventif, en fait, c'est basique parce que c'est pas que c'est pas se marier, c'est pas sans accord, c'est pas seulement une solution raisonnable, mais mieux vaut prévenir que guérir. Non, c'est-à-dire se marier, surtout aujourd'hui quand on sait qu'on a 30, 40, 50% de divorces, se marier sans faire d'accord concernant les biens du couple ou les biens futurs du couple, c'est complètement quelque chose en fait qui est déraisonnable et que les gens font par ignorance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de la gravité de la chose. Et c'est toujours les mêmes exemples. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans des anecdotes, mais les exemples, c'est un des conjoints qui a pris un prêt de 100 000 shekels, 200 000 shekels, 300 000 shekels, pas forcément des sommes énormes, mais pas non plus des petites sommes. Et puis on arrive à un divorce. Mais pourquoi il a pris cet accord? Moi je savais pas. Pourquoi est-ce que je devrais rembourser ça, etc., etc. Des choses qui sont assez basiques. Ou encore, comme je dis, l'exemple des parents qui donnent de l'argent pour aider le couple à acheter une maison. Est-ce que c'était un don? Est-ce que c'était un prêt? Et même si c'était un don, qu'est-ce qui se passe en cas de divorce? C'est des choses tout ça, c'est des choses qu'il faut expliquer, des choses qu'il faut connaître et mettre à l'écrit dans le cadre d'un accord concernant les biens. Et encore une fois, c'est des choses qu'on peut faire pendant le mariage. C'est pas seulement en amont, c'est pas au moment du divorce, mais même si on n'a pas pensé à se protéger en amont au moment du mariage, c'est quelque chose qu'on peut faire même pendant le mariage et voilà, et amener surtout du shalom, parce que quand on n'a pas, comme on dit en français, les bons comptes sont les bons amis, et des bons comptes, ça ramène du shalom aussi dans le couple, ça ramène du shalom de la même façon qu'on dit c'est bien de faire un testament, ça rallonge la vie, comme on dit, pour qu'il y ait du shalom entre les parents et les enfants. C'est exactement pareil dans le cadre d'un couple, de mettre les choses à l'écrit, même s'il s'avère qu'on arrive à une situation de divorce ou de crise, c'est déjà suffisamment grave pour en plus faire en sorte que la situation s'enflamme et que ça devienne un divorce. Au niveau culturel, c'est une question que je me pose. Au niveau culturel, vous avez dit que vous avez des clients aussi bien francophones qu'israéliens. Au niveau culturel, quel est le pourcentage? Quel est le rapport? Sans entrer dans les détails, mais est-ce que chez les Israéliens, c'est normal de faire ça avant le mariage ou au début du mariage? Ou chez les Français? Je pose la question, c'est une question ouverte. Je pense pas qu'il y ait de différence. Moi, en tout cas, j'ai pas remarqué de différence. Je me rends compte que chez les couples qui sont déjà mariés depuis 10 ans, 20 ans, etc., c'est quelque chose qui était assez rare, à moins que ce soit des gens qui avaient une conscience de la chose parce qu'ils avaient des biens, des affaires, etc. Mais de façon générale, le mariage est un mariage de communauté de biens, que ce soit aussi bien en France qu'en Israël. Et aujourd'hui, on va voir de plus en plus, aussi bien en France qu'en Israël, on va avoir des contrats de séparation de biens, des prêts ou des dons qui vont être faits par la famille, par les parents, qu'on va faire à l'écrit, chez des avocats, etc. C'est des choses aujourd'hui qu'on voit de plus en plus parce qu'aujourd'hui, surtout ce qu'on voit, c'est des divorces
Le taux de divorce a explosé. C'est même pas le taux de divorce aujourd'hui qui choque, c'est à chaque fois, genre, on a dans notre entourage, sans même être un professionnel dans le domaine, on va venir à une table de Shabbat et on va entendre quoi? Lui et lui, ils divorcent? Pas possible. Eux, on n'aurait jamais dit. Tous les autres, oui, mais eux, non. Et de plus en plus, si on voit ça, que ça touche le monde religieux, ça touche le monde non religieux, ça touche les jeunes, ça touche les personnes âgées. J'ai déjà traité des divorces de personnes de 78 ans et 81 ans. Et on se dit, mais vous avez 78 ans et 81 ans, vous n'allez pas finir, vous avez fait toute votre vie ensemble, vous ne pouvez pas finir tranquillement. Et non, même, on n'a même pas réussi à faire un accord pour dire, en fait, c'était toute la rage et la haine qui était accumulée au fil des années. On voit des divorces partout. Moi, j'ai vu autour de moi des amis proches, j'ai vu le taux des gens, enfin, le taux de divorce a, je pense, explosé durant le corona. Alors ça, c'est... Les gens se sont retrouvés collés, leur petite vie, leur petit train-train, on va dire, a volé en éclats. Ils se sont retrouvés quand même pendant plus de 2 ans face à face, sans pouvoir se sortir, sans avoir l'échappatoire en fait, du travail ou du monde extérieur. J'ai vu vraiment, il y a des stats aussi là-dessus. Le nombre de divorces, ça a été skyrocket. Vraiment. Alors, la période du corona était, en tout cas de mon point de vue à moi, une période de paradoxe. C'est-à-dire c'était très intéressant. Ouais. C'était très intéressant de voir en fait comment ça agit au niveau de la psychologie des gens qui divorcent, des dossiers que j'avais déjà ouverts, que j'étais déjà en train de m'occuper, qui ont commencé avant le corona, et des divorces et des conflits qu'il y a eu pendant le corona. Et ce qu'il y a eu, c'est très intéressant. Au début, on avait comme ça des blagues entre avocats ou même parfois des clients qui m'ont dit « Ah, maintenant, vous allez avoir plein de dossiers, plein de travail parce que tout le monde va divorcer. » Alors, la vérité, c'est vrai qu'il y a eu aussi des divorces, mais il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont compris, qui ont mis en fait leur contentieux de côté, qui ont mis les conflits de côté. En fait, ils se sont rendus compte que la gravité de la chose et l'inquiétude, surtout l'inquiétude économique du futur, comme on a parlé précédemment, eh ben, le corona, ça a fait en fait que rajouter. Et les gens, en fait, beaucoup de gens en tout cas, ce qui leur est arrivé, c'est qu'ils ont mis de côté leur chamaillerie, entre guillemets, et ils sont occupés de leur famille pendant cette période de crise, ils sont restés ensemble, ils ont cohabité ensemble dans la même maison, ils se sont concentrés en fait sur les vrais problèmes, parce que la corona était un vrai problème, c'était une épidémie, et moins en fait sur le, entre guillemets, je dirais, chamaillerie habituelle. Et c'est vrai que moi aussi je m'attendais à ce que en fait les gens ils supportent pas d'être cloîtrés ensemble pendant. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est chez beaucoup de couples, ça a été l'inverse. Et il y a eu aussi des couples en effet qui étaient beaucoup trop de temps ensemble. Et j'ai vu que pour moi, j'ai vu ça en tant que un trigger, c'est-à-dire quelque chose qui a déclenché. C'est un élément déclencheur. Des couples qui, en effet, le fait d'avoir été beaucoup ensemble pendant cette période, ont décidé de divorcer. Et puis aussi, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de contentieux, de divorces contentieux pendant Corona. En tout cas, de mes dossiers, j'ai fermé tous mes dossiers sauf un, ceux qui étaient déjà précédemment ouverts au tribunal, des contentieux, des vrais conflits majeurs, avec zéro possibilité de communiquer entre l'homme et la femme. Et le Corona, en fait, qu'est-ce qu'il a créé? C'est qu'il n'y avait pas où aller se battre. C'est-à-dire, si on compare le tribunal à un ring de boxe, bah, il n'y avait pas de ring. Pas de champ de bataille. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut savoir que dans le cas d'un conflit, d'un divorce, un divorce en contentieux, il y a une grosse partie de ce conflit, de ce contentieux qui est psychologique, qui est la passion, qui n'est pas forcément rationnelle. Et on a un couple, on a des conjoints qui ont besoin d'en découdre l'un avec l'autre. Et parfois, ce n'est pas le conflit économique ou sur la garde des enfants qui est vraiment... C'est complètement passionnel. C'est-à-dire, en fait, quand on s'assoit et qu'on parle, on peut régler les vrais problèmes, les vrais désaccords qu'il y a entre les conjoints. Mais parfois, on a une part de passion qui prend le dessus. Et ce qui s'est passé, et c'est très courant dans un divorce contentieux, c'est un élément majeur du contentieux généralement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les tribunaux étaient fermés. Il n'y avait que des dossiers traités en référé ou en urgence, rarement par Zoom. Après, Zoom est rentré de façon un peu plus large dans les tribunaux, mais pas à cette époque-là, pas au début. Et le fait que les tribunaux étaient fermés, en fait, les gens se sont un peu sentis comme ça. Quasiment tous mes dossiers qui étaient ouverts d'avant le corona, les gens se sont retrouvés en fait, bon, on n'a pas où se battre, c'est devenu presque ennuyeux cette situation, et ils ont décidé de faire un accord. Donc ça a poussé les gens à faire des accords parce qu'en fait ils ne pouvaient pas aller mener leur guerre au tribunal. Mais oui, c'est-à-dire d'un côté ça a été un déclencheur pour beaucoup de personnes qui se sont retrouvées ensemble beaucoup trop, ce qui n'était pas le cas d'habitude. De l'autre côté, des gens qui voulaient parler tout le temps de divorce, qui voulaient divorcer, se sont rendus compte que parfois parler divorce, c'est facile, mais on a parfois des vrais problèmes dans la vie, en situation de crise.
ils ont mis leurs problèmes de côté, ont décidé de cohabiter, de continuer ensemble, au moins ne serait-ce que pour une période. Et ceux qui ont vraiment décidé de divorcer, que pour eux c'était la chose la plus urgente à faire, même plus urgente que le corona ou quoi que ce soit, ils l'ont fait de façon en fait très ça a eu du bon. ouais, enfin, des avantages partout. Ils l'ont fait de façon en tout cas très concrète et super. Merci beaucoup, Bezalel. merci Lionel. Et nous espérons que vous n'aurez pas ce problème-là, mais en tout cas, je mettrai le lien en description et pour tous les aspects fiscaux également. Merci beaucoup, Bezalel. À très bientôt.